Et non, jeune aventurière, on ne peut pas rentrer. Mais vous êtes qui, vous? Moi, je suis un spyware venu d'un jeu vidéo médiéval. Et j'ai besoin de ces données de navigation. T'es qui, toi? Moi, je suis un adware. Je viens d'un lien de téléchargement d'un film. Et du coup, on fait comment pour rentrer? Ah bah, on peut pas, il a NordVPN. Et c'est quoi? NordVPN, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous prendre la tête. Quiconque l'installe protège ses données et son adresse IP quand il navigue sur internet de tout ce qui est tracker, malware, spyware et site web nuisible. Et c'est pas la peine d'essayer de prendre un chemin de traverse. Ils ont 5300 serveurs répartis dans 60 pays. Et avec ça, les gens peuvent aller sur des sites auxquels ils n'ont pas accès normalement. Tiens, l'autre jour, j'essayais d'infiltrer un téléphone qui voulait se connecter au Netflix espagnol, histoire de voir une série qui était pas dispo en France. Bref. Et bah impossible. Je me suis rabattu sur la tablette du mec, pareil, ça fonctionnait pas. De dépit, je me suis dit, allez, je vais essayer de verrouiller son ordinateur. Walou nada kyochi. Et tu sais pourquoi? Parce qu'avec NordVPN, ils peuvent connecter jusqu'à 6 appareils en même temps. Et peu importe que ce soit du Microsoft, du Linux, du macOS ou de l'Android. Ah, mais c'est pour ça! J'ai essayé de pirater un Minitel. Eh ben, impossible. Ah, puis il y en a un paquet des youtubeurs qui font de la pub pour ce truc-là. Hein. Qu'est-ce qui m'énerve quand ils disent « Utilisez le lien ci-dessous pour avoir une superbe remise ». Et en plus, il y a une garantie de remboursement de 30 jours, alors foncez sur le lien qui est dans la description et naviguez en toute sécurité sur internet avec NordVPN. Mais alors, qu'est-ce qu'on va devenir si on ne peut plus voler les données ni infiltrer les réseaux? J'en sais rien, mais... Nous n'avons pas dit notre dernier mot. Dans l'épisode 3 de la saison 3 des Monstres de l'été, j'avais dit quelque chose comme ça. Le film d'aujourd'hui est un film un peu spécial qui a été écrit par un mec qui a dû se dire « Je vais innover, je vais prendre un animal bien pépère et je vais en faire un tueur ». Et bah figurez-vous qu'il n'y a pas que le scénariste de Mammouth qui a eu cette idée-là. Parce qu'aujourd'hui on va parler du film qui a les monstres les plus improbables de toute l'histoire du cinéma. C'est parti pour Black Sheep. Black Sheep est une comédie horrifique néo-zélandaise sortie le 19 mars 2008 et réalisée par Jonathan King, qui ne compte à son actif que 3 films, dont le plus connu est celui qu'on va voir aujourd'hui. Voilà notre héros. Je le présente, il s'appelle Henry. Il a grandi dans une ferme de la Nouvelle-Zélande, mais a développé une phobie assez particulière, la peur des moutons. Phobie qu'il a développée 15 ans plus tôt lorsque son frère Angus lui a foutu les jetons en revêtant la peau de son mouton préféré qu'il a tué à coups de hache. Un peu perturbé le garçon. En plus de ça, il lui a exposé le cadavre sous les yeux. Putain, sérieux, la peau est encore dégoulinante de sang et il la porte comme un manteau, mais c'est quoi son problème? Mais la frayeur est interrompue par Madame Mac, la gouvernante de la maison, qui les informe que leur père a eu un grave accident. Il a voulu sauver un mouton et il est tombé d'une falaise. Et là, Henry, il découpe la peau de son père, il la met comme un manteau et il fait peur à Angus. Mais c'est dégueulasse! Oh, vu ce qu'il a fait à son mouton, franchement, il le mériterait. Non, il le fait pas, évidemment, mais ça n'empêche que Angus le paiera tôt ou tard. Donc, 15 ans plus tard, Henry se rend dans la ferme familiale qu'il avait fui à cause de sa phobie pour vendre ses parts de l'entreprise à son frère. Et avec le recul, je sais pas si c'est à cause de sa phobie qu'il est parti ou si c'est à cause de la vieille qui pointe tout le monde avec son flingue. À moins que vous vouliez des trous de nez derrière la tête, je bougerais pas si j'étais à votre place. Comme Angus fait des manipulations génétiques sur ses moutons, 2 écologistes, Grant et Expérience... Expérience? Appeler son gamin comme ça, je pense que c'est une autre manière de lui dire que tu l'aimes pas. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous annoncer que notre groupe des handicapés patronymiques compte une nouvelle membre. Alors je me présente, je m'appelle Prostate. Voici Andy vos jambons. À ma droite se trouve Streimel et à côté d'elle se trouve Bec de Gaz. Tu peux te présenter. Bonjour, je m'appelle Teuse. Mon père travaillait dans les chantiers, c'est pour ça. Non, t'en fais pas, on comprend. Nos parents à nous aussi étaient des cons. Ça arrive à tout le monde. Donc, nos 2 partisans des Verts s'infiltrent sur les terres d'Angus, et Grant vole un bocal destiné à être détruit, et dans lequel se trouve un agneau sauce gribiche. Ouais, bien joué, ouais! Rattrapez-le! Vu que Grant et la discrétion, ça fait 3, ils sont forcés de se réfugier dans la forêt comme des hobbits, pour éviter de se faire choper par les employés du labo. C'est des mangeurs de viande, ils nous trouveront pas, t'inquiète. Boucané? Quoi? J'ai une théorie qui va vous intéresser, je pense. A priori, les gens qui mangent de la viande ne peuvent pas voir les véganes. Ah bon?
Bon, je vais aller en parler au gars du labo, alors. Grant fait accidentellement tomber le bocal et se fait attaquer par l'agneau anémique qui s'y trouvait. Et la façon dont il s'en débarrasse est juste splendide. Le coup de se taper contre un tronc d'arbre, c'est génial. Il se sépare de la bestiole qui va ensuite mordre un mouton au museau, mais à la suite de la morsure, Grant est pris d'une envie irrésistible de câliner un lapin. Eh bah putain, quand un vegan lâche ses élastiques, ça renvoie, hein. Donc oui, la morsure du petit agneau va transformer petit à petit les gens et les moutons, mais n'allons pas trop vite. Henry et Tucker, un ami d'enfance, font le tour du proprio en pick-up et tombent sur un mouton qui n'est pas dans son enclos. D'ailleurs, c'est le mouton qui s'est fait mordre au museau par l'agneau anémié. Ils essayent de l'y remettre, mais c'est là qu'Expérience débarque et les menace avec le fusil qui était dans le véhicule. Elle essaie de retrouver Grant avec eux, mais manifestement, elle n'est pas vraiment douée pour braquer les gens. Il y a le cran de sûreté. Attends, donne. Donne. S. Et voilà, tiens. Et elle rêve, hein. Finalement, ils récupèrent l'arme et retournent à leur voiture. Et je fais quoi, moi? Tu veux qu'on te dépose quelque part? Franchement, pour des mecs qui se sont fait braquer par une inconnue, ils sont d'une zénitude remarquable. Donc, on fait comme si de rien n'était et on fait connaissance. Mais une épaisse fumée se dégageant d'une maison attire leur attention. Ils se rendent sur place, constatent que le proprio a tout laissé en plan et a saigné un peu partout, et les voilà enfermés dans une chambre parce qu'un mouton les attaque. Tucker lui règle son compte. Oh bah merde. Quoi, oh bah merde? Tu viens lui tirer dans la tête, tu t'attendais à quoi? Et au passage, dans la chambre, il tombe sur le proprio qui a eu un accroc avec le mouton. Mike? Ce mec me tue, il est complètement fou. À chaque fois qu'il se passe un truc ou qu'il fait quelque chose, il balance une petite ligne de dialogue sur un air stoïque. C'est à pisser de rire. Une fois débarrassé de Sean le serial killer, Henry a la désagréable surprise de constater que la maison est cernée par des moutons. Mais grâce au conseil d'Expérience, il parvient à vaincre sa peur l'espace de 6 lignes de scénario et monte à l'arrière de la voiture. Au moment où Tucker s'apprête à démarrer, un des moutons lui fait une dénisse et l'attaque. Même s'il se défend bien, le mouton finit par le mordre au pied, ce qui fait qu'il est obligé de quitter le volant, laissant Lovin aux commandes. Mais comme il n'a pas les pattes assez longues pour arriver aux pédales, il finit en bas d'une falaise. Sacrée falaise. J'aimerais pas y tomber. C'est ici que mon père s'est tué quand j'étais gosse. Voilà donc nos 3 bipèdes forcés de continuer à pied dans une plaine maintenant habitée par des moutons carnivores. Angus, de son côté, s'affaire aux préparatifs de la présentation qu'il doit faire de son nouveau spécimen de mouton. Mais constatant que Henry est toujours là, puisque le taxi qui l'a emmené l'attend toujours, la vache, la note va être salée, hein. Parce que, même si c'est en dollars néo-zélandais, ça fait quand même pas loin de 613 € la course. C'est un peu cher pour se faire becter par des pelotes de laine, hein. Donc, Angus prend son 4x4 pour retrouver Henry et tombe sur Grant, qui erre dans la campagne. Et même s'il est plus bien dans sa tête, il a toujours le sens des priorités. Vous et vos putains de 4x4, croyez que la route vous appartient? Et puisque toute main tendue mérite d'être mordue, Grant mord Angus à la main et fout le camp. Dans la terre du milieu, ça va moyen. Le pied de Tucker que le mouton avait mordu se transforme, et comme le troupeau de ruminants les suit de près, il se réfugie dans le laboratoire. Et ce qui s'y trouve est assez surprenant, puisqu'il tombe sur le docteur Roche et le professeur Whittos, qui font des manipulations vraiment bizarres sur les moutons. Mais quel est l'intérêt d'avoir un mouton dans cet état? Bah y'en a pas. Mais pourquoi vous l'avez fait? Bah parce qu'on pouvait. Ça vous dit de voir notre cochon boîte aux lettres? Suite aux révélations qu'Angus leur fait... C'est quoi tout ça? De l'élevage scientifique. Je suis prêt à tout. T'es dingue? Qu'est-ce qui te prend, Angus? Il y a beaucoup d'argent en jeu dans cette affaire, une vraie fortune, je passerai pas à côté. Henry et Expérience détalent, et ils tombent dans une fosse hideuse où les laborantins jettent les restes de leurs expériences. Tucker reste avec le Dr Rush parce que son cas lui plaît énormément, et en l'étudiant, elle comprend que les moutons transmettent un virus qui transforme quiconque est mordu en mouton. Ça a surtout l'air du transfert cellulaire spontané qu'on tente d'obtenir sans succès depuis un an. Elle en touche pas un mot à Angus, qui lui montre la morsure qu'il a à la main, lui fait un prélèvement avec la douceur d'un charcutier qui découenne un jambon, et comme c'est un sale con, elle le soigne pas, se doutant du triste sort qui l'attend. De leur côté, Henry et Expérience sortent de la grotte en échappant de peu à un vilain mouton qui périt par les flammes. Alors là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, mais d'où vient la bougie? C'est vrai, ça d'où elle vient la bougie? C'est Expérience qui l'a allumé pour calmer ses chakras. C'est quoi? Ses chakras. Les petits beignets frits, là?
Une fois dehors, ils sont attirés par un bruit de tondeuse qui les mène jusqu'à une grange où ils surprennent Grant en train de se tondre la laine. Il les prend en chasse, mais une part de lui est toujours consciente, puisqu'Expérience réussit à détourner son attention. Est-ce que tu as mangé de la viande, Grant? C'était de la bio, j'espère. Attends, je comprends pas. Comment Grant peut la voir, sachant qu'au début, il a dit que les mangeurs de viande ne pouvaient pas voir les véganes? Je suis désolé, Boucanet, mais je crois que la théorie est un peu daubée du cul. Bon bah, il semblerait que l'enquête du tueur au céleri reste au point mort. Ouais, je sais, je suis désolé. Il y a un mec qui tue des gens avec du céleri. De son côté, le docteur Rush trouve l'antidote à la transformante du mouton grâce à Tucker, qui était en passe de devenir un mouton-garou. Le liquide amniotique devrait avoir l'effet d'un vaccin et bloquer la mutation des cellules. Alors d'abord, je trouve que ça agit vachement vite. Ensuite, pourquoi le liquide amniotique? Et surtout, je trouve que la transformation ressemble un petit peu à celle des Mangalore dans le 5e élément. Arrive le moment où Angus fait sa présentation devant de potentiels investisseurs venus de partout. Il a pas l'air en forme, mais qu'importe. Il leur présente son nouveau mouton, qui est ramené dans une cage à raptor, et qui a plus l'air d'être un mouton coiffé qu'autre chose, et qui bêle pour appeler ses potes à table. Henry et Expérience arrivent pile au moment où les brouteurs décanillent les invités, et sont récupérés par Madame Mac qui file vers la maison familiale. Mais le grand Tegarou les y attend. La vieille et Henry tentent la bagarre, mais il est costaud le bestiau. Et c'est encore une fois Expérience qui se sert de son expérience. En même temps, tu veux que je dise quoi d'autre? Son expérience, donc, dans l'acupuncture pour mouton-garou, afin de le mettre à terre. Mais leurs ennuis sont loin d'être finis, parce que le soir venu, le troupeau se rassemble autour de la maison et essaie de rentrer. Les 3 survivants organisent leur défense comme ils peuvent, et alors qu'ils cherchent un téléphone pour appeler de l'aide, Henry tombe sur Angus, qui a commencé sa transformation, et a passé un petit moment d'intimité avec sa brebis bien-aimée. C'est comme ça qu'on progresse. On mêle les ADN. Le mien. Le nôtre. Ok, c'est bon, on arrête, ce monstre de film c'était chouette, mais là c'est trop pour moi, donc je m'arrête là. Bon, tu vas finir l'épisode quand même. D'accord, mais les trucs zoophiles, on arrête. Henry laisse alors tomber son frère et sa belle-sœur et monte sur le toit avec Expérience et Madame Mac. De là-haut, il voit Angus partir vers un hangar où se trouve un avion et constate que les victimes des moutons deviennent à leur tour des moutons-garous. Et Henry risque de suivre le même chemin, puisqu'il a été mordu. Je suis un mouton carnassien, vampire. Non! T'es un gars bien. Mais être un mec bien, ça a jamais empêché d'être un zombie ou un vampire? C'est quoi cette réflexion à la con? Alors docteur, que disent mes analyses? Je suis désolée, monsieur. Vous avez le cancer. Oh mon dieu! Et pourtant je suis quelqu'un de bien! Ah! Ah mais attendez, c'était pas marqué dans votre dossier. Mais finalement, vous avez rien. Merci docteur. Mais le fait de devenir l'un d'entre eux est un avantage que Henry va utiliser pour rejoindre Angus. Il fait alors ses adieux à Madame Mac et à Expérience, qui de leur côté vont faire joujou avec un flingue pour attirer l'attention des moutons et des moutons-garous. T'as jamais fait cracher un tromblon alors? Ben... de ce genre-là, non. Il y a des sous-entendus douteux là, non? Henry rejoint l'avion qu'Angus était supposé prendre, mais sa soudaine transformation en mouton-garou a un peu changé ses plans. Il attaque alors Henry qui ne doit son salut qu'à l'avion, qui a dû regarder les aventuriers de l'Arche perdue plusieurs fois, et le défonce à coups d'hélice. Sauf qu'il est pas mouru. Mais heureusement, Tucker arrive sur son destrier et balance de l'antidote à tout le monde, ce qui empêche la transformation d'Henry et redonne à Angus son apparence normale. Sauf qu'il n'y a pas assez d'antidote pour tous les moutons. Alors la seule solution, c'est... Putain, mais il est encore debout, lui? Alors effectivement, il est dans un sale état, mais il est toujours vivant. Prenez-moi encore. Donc les moutons le bouffent, mais il a l'air un peu compliqué à digérer. Ce qui donne l'occasion de finir sur la plus what the fuck des explosions de toute l'histoire du cinéma. Allez, rigole, on sait que t'en as envie.
Mais le pays s'est enflammé, c'est drôle. Et finalement, comme à chaque fois, tout est bien qui finit bien. L'antidote ramène tous les gens transformés à leur état normal, même si en théorie ils devraient revenir avec des membres en moins ou des tripes à l'air. Henry, Tucker et Experience décident d'ouvrir une ferme plus respectueuse de l'environnement et des animaux, et le chien Belle. Ce qu'il y a de formidable à faire des vidéos sur YouTube, c'est que nous aussi on apprend des trucs. Parce que Black Sheep, je le connaissais de nom, ça faisait un moment que j'avais envie de le voir, mais j'avais jamais eu l'occasion de le regarder. Et je me demande vraiment pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Parce que c'est un délire ce film. C'est un délire sous extra, mais c'est un délire. De toute façon, avec un pitch comme ça, le film ne pouvait pas être sérieux. Concrètement, il reprend la trame principale des films d'animaux tueurs, sauf que cette fois, ce sont des moutons. Et sachant qu'en Nouvelle-Zélande, il y a 40 millions de moutons pour 4 millions d'habitants, ça a suffi à Jonathan King pour imaginer une histoire où les boules de laine auraient soudainement envie de manger de la viande et attaqueraient tout le monde. C'est farfelu, ça se prend au 4e degré, et même si c'est traité avec légèreté, on peut être sensible au message écolo du film. Même si les écolos sont un peu tournés en dérision. En même temps, c'est de la comédie un peu lourde, donc tous les aspects de la personnalité des gens sont exacerbés. Mais le délire des chakras ou de la dégaine façon Woodstock, c'est peut-être un poil trop. Cela dit, ça reste marrant. Mais si on compare le film à la référence du genre, à savoir Shaun of the Dead, l'humour de Black Sheep est lourdingue, même s'il fonctionne la plupart du temps. D'ailleurs, comme le film connaît ses limites, il mise sur le gore et non le psychologique pour divertir. Et ça marche. Voir des moutons dévorer des cadavres ou se jeter sur les gens pour leur bouffer les bras, ça marche aussi bien pour le côté décalé du film que pour le côté gore. Et le fait de jouer sur le gore, c'est quelque chose de commun chez les films à petit budget. Et il paraît clair que Black Sheep est un film à petit budget. Par contre, impossible de savoir quel montant a été alloué au film. J'ai cherché partout sur internet, j'ai rien trouvé. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est les recettes du film. 5 millions de dollars. Ça, pour le coup, qu'il ait eu un budget de 5 ou 15 millions de dollars, c'est pas beaucoup. Cela dit, même si le budget était évidemment serré, les mecs ont quand même eu la chance d'avoir la société Weta pour les effets spéciaux et les effets numériques. La société Weta, si ça vous parle pas, c'est un des studios d'effets numériques et d'effets spéciaux les plus réputés. C'est notamment grâce au boulot qu'ils ont fait sur la saga du Seigneur des Anneaux qu'ils se sont fait connaître, mais concrètement, ils ont travaillé sur tous les films avec des effets spéciaux qu'on a eu ces 20 dernières années. Les gars des studios Weta Workshop ont étudié de vrais moutons sous toutes les coutures pour pouvoir produire des animatroniques et des marionnettes criantes de vérité. Ils ont tout regardé, la taille, la façon de cligner des yeux et même l'implantation des poils, qui a d'ailleurs nécessité beaucoup de travail puisqu'ils ont été implantés un par un et devaient faire la même longueur. Un peu le même délire que pour Kong Skull Island, sauf que là, c'était sur des marionnettes. Et niveau marionnettes, il y avait de tout. Le petit agneau mutant était un animatronique, pas super mobile. Pour les scènes d'attaque, les moutons étaient carrément des grosses marionnettes que les opérateurs animaient à la main. Pour le mouton garou, ils ont créé un costume porté par un membre de l'équipe technique, dont la tête était animée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, via des câbles qui passaient dans son dos et qui ensuite ont été enlevés par ordinateur. L'ensemble était assez lourd, ce qui explique que les moutons garous soient lents à l'image, mais leur design est stylé. L'équipe a d'ailleurs travaillé dessus pendant 3 mois, histoire de trouver le juste équilibre entre un humain et un mouton. Et pour ce faire, ils ont creusé du côté des transformations en loup-garou dans d'autres films. Pour les débuts de transformation, il y avait notamment des dentiers avec des dents proéminentes comme celles des moutons. Pour les yeux, les acteurs avaient des lentilles, et bien sûr, le reste du visage était une prothèse en latex. Mais il n'y a pas eu que des effets physiques, il y a eu un petit peu de numérique. Il n'y en a pas des masses en fait. Ils s'en sont surtout servis pour des plans où le troupeau se déplace et pour la scène où Tucker se transforme. Une partie des plans ont été tournés dans le décor du laboratoire et une autre sur un fond vert pour les moments où il se tord dans tous les sens. Et pour les vrais moutons du film, l'équipe a fait appel à un dresseur qui a amené jusqu'à 50 moutons sur le plateau. A priori, tous n'étaient pas vraiment obéissants, mais une vingtaine d'entre eux étaient capables d'écouter et de faire ce que le réalisateur voulait. Et la belle biquette était apparemment une vraie diva aussi chiante qu'une grande star d'Hollywood. La bande originale du film a été composée par Victoria Kelly, une compositrice et chanteuse néo-zélandaise, dont le travail m'est complètement inconnu et sur lequel il est assez compliqué de trouver des infos. Son travail sur Black Sheep est très agréable, même si je trouve que c'est plus de la musique d'ambiance que de la narration musicale. J'ai réussi à trouver 26 minutes de la bande originale sur YouTube, et j'ai constaté qu'il n'y avait jamais 2 fois le même thème. On passe tour à tour par des thèmes d'inconscience, de tranquillité à la campagne, à des thèmes sombres et flippants.
Et parfois, il y a même des thèmes un peu décalés, comme l'humour du film. En fait, c'est un peu de la musique de jeux vidéo. Un peu comme dans les Fallout ou dans World of Warcraft, si jamais vous y avez joué. Dès que vous changez d'environnement, la musique change. Et bah là, c'est pareil. Sur la mise en scène, j'ai pas grand chose à dire, parce qu'elle n'est pas spécialement remarquable. Les plus avertis auront remarqué des références aux oiseaux, comme dans cette scène, ou au loup-garou de Londres avec les transformations. Mais si on oublie les grands paysages de la Terre du Milieu, l'éclairage plutôt bien foutu qui apporte un ton et une ambiance plutôt réussie, et du gore qui défoule, le film est très basique. D'ailleurs, il est jamais vraiment effrayant. En même temps, c'est tellement la folie que ça désamorce tout. Et le gore l'emporte plus souvent sur la peur ou la claustrophobie. Et le jeu d'acteur est pas toujours des plus crédibles. D'ailleurs, pas mal de personnages sont légèrement irritants. Et les acteurs, justement, je peux pas vraiment en parler. Parce que, étant donné que leur carrière s'est faite en Nouvelle-Zélande, et bah, elle est constituée que de films qu'on connaît pas. Du coup, conclusion. Black Sheep est un trip qui se tente au moins une fois, mais que je trouve pas très différent d'un film de The Asylum ou de Nu Image. Alors après, attention, hein, le traitement du scénario et la qualité générale du film est 1000 pas au-dessus des productions Nu Image et Asylum. Mais on n'a pas vraiment le petit bijou d'humour noir burlesque qu'on aurait mérité avec une idée de ce genre. Vraiment, on en est loin. Le film est sympa, c'est un bon trip, mais c'est pas non plus un incontournable. Ah, ton père a appelé. Mon père? Sérieux? Ouais. Bah, papa déteste le téléphone. Faut croire qu'il fait des efforts. Mais il voulait quoi? Il voulait te parler des entités qui sortent des films. Ah putain, mais il est encore avec ça! Ah mais quel chiant celui-là! Tu lui as dit quoi? Rien du tout, il m'a même pas laissé le temps de parler. Il a essayé de me convaincre, mais c'est tellement farfelu. Tu m'étonnes que c'est farfelu. Après, certaines choses me rendent perplexe. Hein, qu'est-ce que t'as fait de l'orchidée que je t'ai offerte là? Elle était sur le meuble à vaisselle là-bas. Alors je l'ai mise dans le vivarium de Monty, je me disais qu'il manquait de la verdure. T'es sérieuse? Bah ça va pas le tuer, hein. Bah tu sais pas? Franchement, tu serais curieuse de savoir les effets que peuvent avoir les orchidées sur les serpents. Enfin, au cinéma tout du moins. Il était une bergère, héron, héron, petit patapon. Il était une bergère qui gardait ses moutons, ronron, qui gardait ses moutons. Elle fit un fromage, héron, héron, petit patapon. Elle